Ah, c'est le danseur. Là, tu... Ah oui, d'accord. Ça fait toujours plaisir. La réflexion internationale européenne, on peut demander qu'au voilà, c'est bon. En Europe. Oui. Parce qu'elle m'a appelé hier dans le sous en disant que elle sort de l'Osso aujourd'hui. Donc j'y vais, moi j'y vais, je le téléphone. J'aime ton son. Porte-le. On s'est plaigné, mais c'est parti. Le pire est prévenu. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait Mouli aussi qui était là-bas en expo. Et celui-là, c'est celui qui est là-bas. Qui est là-bas en magasin en expo. Et moi, c'est pas là. Bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Merci d'être venu pour cette quatrième table ronde en vous demandant de nous excuser du retard et des précisions sur les horaires. Un petit souci d'organisation. D'abord, je vais vous rappeler le cadre dans lequel se tient cette table ronde. Je vous parle le cadre physique. C'est une des salles de la mairie de Marseille. C'est un cadre prestigieux par rapport à l'importance que nous avons. Nous fêtons cette année le 45e anniversaire du jumelage avec Dakar et on a souhaité le marquer par une semaine de réflexion un peu sur ce qui s'est passé, une semaine aussi d'événements plus festifs. Il y avait des concerts, il y a eu une démonstration de lutte, il y a eu un défilé de mode, il y a une petite exposition d'une artiste plasticienne dakaroise qui est parmi nous, il y a des bouquins qui sont édités, des chemins illustrés, voilà. Pour à cette occasion parler un peu de ce qui se passe entre Marseille et Dakar. Parmi les thèmes qu'on a abordés, on a parlé bien sûr des échanges institutionnels, c'était la première table ronde, des
échanges économiques. On a parlé du développement du tourisme durable, qu'est-ce qui pourrait être fait entre Dakar et Marseille. Alors on se posait des questions, notamment sur ce serait bien d'avoir une ligne aérienne directe entre Dakar et Marseille, je lance l'espérer. On a appris tout à l'heure, à midi, qu'à partir du mois d'octobre, nos voeux allaient se réaliser. Il y aurait un vol direct Marseille-Dakar 2 fois par semaine. Une bonne nouvelle structurelle. Et puis, parmi les thèmes qui nous intéressaient, il y avait les échanges qu'on a appelés les échanges interuniversitaires, les échanges de savoir. On a constaté qu'il y a pas mal d'étudiants sénégalais à Marseille dans différentes disciplines, donc Dakarois, parce que Dakar représente quand même une partie très importante de la population, qu'il y a des établissements ou des accords entre établissements marseillais et les établissements à Dakar. On n'a pas toujours une vision très... donc ça nous a paru intéressant qu'on ait une heure et demie d'échange autour de ça, pour mieux connaître ce qui existait, peut-être chercher de nouvelles pistes de travail, en associant bien sûr les étudiants sénégalais qui sont ici, qui ont peut-être aussi des problèmes spécifiques, rencontrent des problèmes spécifiques dans leur arrivée à Marseille, dans leur vie quotidienne ou étudiantine à Marseille. Ça peut être aussi intéressant pour nos municipalités d'entendre ce qu'ils ont à dire de ce point de vue-là. Alors, sur la forme, on a appelé ça pompeusement table ronde, il y a un décorum qui dépasse. L'idée, c'est que l'ensemble de nos échanges est enregistré pour garder des traces et pour être diffusé sur des radios locales à Marseille, des radios marseillaises, des radios plutôt associatives, comme Dynamique, ça s'appelle Radio Dynamique, ou à Dakar, il y a une radio municipale simple, il y a des traces de ces échanges. Donc l'intérêt, c'est que ces échanges servent de base après à des réflexions, dans des projets, sans engagement de personne. La parole est libre, on réfléchit, on échange entre nous. Voilà, alors sans plus attendre, je vais peut-être passer la parole à nos invités. Je voulais vous présenter, je m'appelle Louis Giraudon, je suis en charge de la coopération au sein de la ville de Marseille, entre Dakar et la ville de Marseille. Donc on a sur l'estrade Madame Annie Chaulier, qui est responsable au sein de la grande université, l'université unique ex-Marseille, au sein du département des relations internationales de l'Afrique et de l'Océanie. Le professeur Philippe Parola, qui est responsable des relations internationales au sein de la faculté de médecine. Monsieur Jean-Guy Foguet, qui est responsable, chef de projet au sein de l'IUFM. L'IUFM, c'est la formation des professeurs, des enseignants. Donc, il y a aussi une coopération sûrement très intéressante avec Dakar. Et puis, un représentant de l'association des étudiants sénégalais d'Aix-Marseille. J'arrive à relire. Agnon de M. Mignal K. Merci. Peut-être vous prenez le micro. Là, c'est pour l'enregistrement. Et alors, c'est très désagréable, mais il faut le mettre très près. Il faut le coller. Bonjour. Alors, moi, je vais juste faire un petit topo sur la collaboration que l'université entretient en général. Alors, tout d'abord, en vous donnant le nombre d'étudiants sénégalais inscrits à l'université d'Aix-Marseille. Alors, cette année, ils sont 347. Près d'un tiers sont inscrits en sciences. Après, vous avez notamment en éco, en droit et en sciences humaines. On a LSH. Bon, principalement en licence et en master et en doctorat. Donc c'est les gros. On a plus de 2 tiers des étudiants inscrits en licence, master et doctorat à l'université. Les autres sont répartis dans les DUT. Alors au niveau des coopérations, M. Parola et M. Foguet vous en parleront plus au niveau de la fac de médecine et de l'IUFM.
Moi, ce que j'ai pu recenser, c'est un accord en sciences avec l'université Cheikh Anta Diop, en chimie avec M. Constancieux, il est à l'Institut des sciences moléculaires de Marseille, où il y a des échanges d'enseignants et d'étudiants, avec l'accueil de doctorants dans le laboratoire à Marseille. C'est une collaboration qui a été officialisée en 2009 et qui marche bien. M. Constancieux est occupé par ailleurs par une manifestation en chimie au Faro, donc n'a pas pu se rendre, n'a pas pu assister à cette table ronde. Nous avons également des collaborations en géosciences de l'environnement. Alors, il y a eu 3 projets principaux, notamment au niveau en géosciences de la tectonique, de la caractérisation physiologique des savanes ouest et sud-africaines, avec le centre de suivi écologique de Dakar, avec les études comparatives régionales entre le Sénégal et le Bénin. Ce sont des accords, c'est très technique, c'est très scientifique, mais ce sont des choses qui marchent et on accueille beaucoup d'étudiants en stage. On a des thèses en cours au CEREJ et des gens qui retourneront chez eux et qui feront des formations et ainsi de suite. Voilà. On a aussi un accord avec l'université de Dakar en sciences géographiques et en histoire, avec un échange d'étudiants. Là, je n'ai pas eu plus d'infos, c'est-à-dire qu'on accueille des étudiants, il y a quelques missions d'enseignement qui sont effectuées. Et à la fac de droit, on a de relations depuis très longtemps, mais elles n'ont pas toutes été formalisées. Je sais que l'Institut des assurances d'Aix-Marseille a une collaboration très ancienne avec le groupe ESIC de Dakar, où il y avait une délocalisation du DU3 des assurances, mais qui n'a pas été renouvelée cette année. Enfin, l'accord était effectif jusqu'à 2 ans. Et la convention n'a pas été renouvelée parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'ambassade et du gouvernement. Voilà, donc ça, après, c'est... Alors moi, je suis très souvent en contact avec des étudiants sénégalais qui demandent une chambre. Alors le problème du logement des étudiants étrangers est assez récurrent à l'université. En fait, je peux le faire moi personnellement, exceptionnellement pour un étudiant qui me demande, donc je m'en occupe, je peux, mais en fait, ça n'est pas systématique et on ne peut pas offrir s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de collaboration particulière entre les universitaires, s'il n'y a pas un programme de coopération, il est difficile d'obtenir des chambres en cité U et de garantir un logement pour les étudiants. Voilà, donc je passe la parole à Foguet. Oui, merci. Oui, on reviendra sur le problème du logement des étudiants, mais je pense qu'après l'intervention. Oui, bonjour. Oui, donc moi je représente l'IUFM. Bon, ça va s'appeler différemment à la rentrée SP pour ceux qui voudront suivre l'histoire un peu difficile de la formation des enseignants en France. Nous, on a un travail essentiellement à travers des partenariats et des conventions. Il y a bien sûr quelques étudiants, je voyais sur les tableaux de ma collègue, il y a bien sûr quelques étudiants qui s'inscrivent individuellement, mais normalement c'est pas notre politique. Notre politique, c'est vraiment d'avoir des projets, et c'est mon travail à l'UFM, des projets de partenariat avec des institutions de formation des enseignants en règle générale dans le monde entier. Mais on a 3 priorités. La première, c'est l'Europe, comme souvent, et puis la troisième ou la deuxième, parce que la deuxième c'est la Méditerranée, la troisième c'est l'Afrique subsaharienne, et là c'est compliqué quand même. Hein. Bon, je pense que je ne suis pas le seul à le dire, il faudra quand même en profiter peut-être pendant cette semaine pour appuyer là-dessus, parce que je ne sais pas comment font mes collègues, mais nous, on a, on peut le dire quand même, très très peu de soutien pour être, et encore je suis gentil, il n'y a pas de financement d'institutions régionales, départementales, sur l'Afrique subsaharienne. Bon, ça peut se comprendre, hein, je veux dire, la Méditerranée suffit à elle-même, mais bon, je tenais quand même à le dire parce que je pense qu'il faudra, au vu justement de cette semaine, de la profondeur des relations avec l'Afrique subsaharienne, c'est sûr que tous ceux comme nous tous ici
qui pensons que c'est important, ça serait pas mal que des institutions régionales ou départementales fassent un peu d'effort là-dessus. Voilà. Bon, sinon, donc, les projets qu'on a mis en place sont financés par l'Europe, par la Commission européenne, en règle générale. Donc, c'est des projets un peu lourds, un peu difficiles. Et avant de les obtenir, il a fallu, bien sûr, une histoire assez longue de réseautage. Hein. Donc, on a 2 réseaux essentiels qui ont été mis en place il y a déjà assez longtemps. Un réseau qui s'appelle le RIFET, le réseau africain des institutions de formation de formateurs en enseignement scientifique et technologique. Et puis le RIFEF, qui est plutôt un réseau francophone, mon réseau des institutions de formation de formateurs voilà, j'ai perdu l'autre truc, mais non, en tout cas, le deuxième, c'est francophone, RIFEF et RIFET. Donc le RIFET est assez dynamique, même pas mal dynamique. Il y a eu plusieurs colloques, dont 2 à Dakar. Des publications, et puis dernièrement on a réussi, grâce à ce travail de fond, à être financé donc par l'Europe sur un projet Erasmus Mundus, qui est un projet intéressant, hein, avec un financement très important. Alors bon, après, en nombre d'étudiants, c'est pas énorme, ça fait 100 bourses, mais c'est des bourses de 1000 euros, donc master et doctorat, des bourses de 1000 euros par mois sur 3 ans. Bon, évidemment, pour ceux qui l'ont, c'est plus que bien. Et on a déposé la suite pour que ça soit un projet qui dure 6 ans. Il y a de bonnes chances, enfin on sait jamais, mais il y a de bonnes chances d'être conduit. On a également, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où j'étais là-bas pour aider Cheikh Anta Diop, l'université Cheikh Anta Diop, à porter eux-mêmes, puisque l'Europe a permis depuis cette année aux institutions ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, de porter des projets. Alors il y en a très très peu, et Dakar sera un des premiers, sinon le premier, à travers l'ENS, l'École normale supérieure de Cheikh Anta Diop, à porter un Erasmus Mundus intra-ACP, dans lequel l'UFM sera partenaire technique, mais c'est porté par les institutions. Donc je trouve ça plus qu'intéressant. Et évidemment, le lien est toujours avec Marseille. Donc on en verra les conséquences, je pense, ici assez rapidement. Et puis, ça aussi, c'était quand même pas intéressant pour tout le monde. Il y a une chaire UNESCO qu'on a pensé dans un premier temps porter à Marseille. Et pour tout un tas de raisons, on a décidé de la faire porter à Dakar, mais c'est une chaire commune, UFM, d'Aix-Marseille et Cheikh Anta Diop. Elle est portée matériellement à l'ENS de l'université Cheikh Anta Diop, mais elle est commune. Et ça, la particularité des chaires UNESCO, c'est que c'est prestigieux, mais que c'est pas financé. Donc c'est pour ça que les financements à côté d'Erasmus Mundus ou banques régionales vont nous aider, mais c'est quand même, vulgairement, une pompe à argent quand même. Hein. Donc c'est assez facile ensuite, une fois qu'on l'a, de pouvoir avoir des événements, des formations appuyées par la chaire UNESCO. Voilà, donc c'est à peu près là où on en est. Il y a d'autres petits projets, mais qui sont en gestation. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on n'est vraiment pas sûr de les avoir, avec l'IRD, avec des choses comme ça, mais toujours avec Cheikh Anta Diop. Voilà, donc on va continuer sur cette lancée. Merci. Merci, donc Philippe Parola. Je profite de l'occasion pour remercier M. Giraudon de me permettre d'intervenir sur la coopération universitaire et hospitalière, donc du secteur santé entre Marseille et Dakar, entre Marseille et le Sénégal. Alors j'ai plusieurs casquettes, qui est celle de chargé de mission des relations internationales à la faculté de médecine. J'ai ma casquette médicale, puisque je suis médecin spécialiste en maladies infectieuses et tropicales, donc bien sûr on est en lien avec les tropiques et avec Dakar. Et en tant que professeur de la faculté de médecine, je suis chargé d'une équipe de recherche. Et donc les différents éléments de la coopération en santé, en fait, on a la formation médicale, on a la recherche, et la recherche qui se fait à la fois à Marseille et au Sénégal, notamment à Dakar. Alors le cadre de cette coopération interuniversitaire dans le secteur santé, Madame Choulet l'a rappelé tout à l'heure, c'est un accord interuniversitaire entre l'Université d'Aix-Marseille
et l'université Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, c'est l'université également, la jeune université Gaston Berger de Saint-Louis fait également partie de cet accord interuniversitaire. Donc on a une des très anciennes universités, bien sûr du Sénégal, mais aussi de France, puisque c'était une très très ancienne université, l'université Cheikh Anta Diop, et la plus jeune, l'université Gaston Berger. Donc le cadre, c'est cet accord interuniversitaire, et je dois dire qu'en fait, il a été boosté par le jumelage entre Marseille et Dakar, et c'est l'occasion aussi de remercier la municipalité, parce qu'il y a eu un petit coup de booster il y a 2 ans qui nous a permis de relancer ces accords interuniversitaires, de les réactualiser et de les mettre à jour, ce qui est important pour les étudiants, pour venir en France, parce que un des problèmes qui peut être évoqué pour les étudiants sénégalais qui veulent venir en France, c'est le problème des visas, et en l'absence d'accord interuniversitaire, il n'y a pas de visa. Donc ça, c'est un problème plus général de l'accès aux études en France pour les médecins ou les étudiants, tout simplement, d'Afrique subsaharienne. Ça devient le parcours du combattant. Donc cet accord interuniversitaire permet des accueils un peu plus faciles, et notamment l'obtention de visas. Alors qu'est-ce qui se fait en santé? Pour nous, la faculté de médecine, c'est plusieurs choses. C'est d'une part l'accueil de médecins, pour leur permettre de compléter leur formation en spécialité, des cardiologues, des chirurgiens. Ça devient très compliqué, tout simplement parce qu'il faut soit des bourses, soit des postes budgétaires dans nos hôpitaux, puisque les médecins viennent travailler et donc il faut les payer. Et la situation de nos hôpitaux ne permet plus d'accueillir un grand nombre de médecins étrangers comme c'était le cas il y a quelques années. Mais on se bat, et notamment je me bats à la faculté de médecine pour continuer ces accueils, et nous avons et nous aurons des médecins spécialistes en maladies infectieuses qui vont venir au mois de novembre. Nous aurons sans doute un chirurgien cardiaque qui viendra au mois de novembre 2014. Donc en discutant avec les autorités universitaires de la faculté de médecine, son doyen à l'université Cheikh Anta Diop, mais aussi les directeurs des hôpitaux qui sont nos partenaires, donc le CHU de Fann et puis l'hôpital principal de Dakar qui est un hôpital militaire, avec les partenaires de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, nous essayons d'organiser et de réserver des postes pour ces médecins sénégalais qui vont venir pendant 1 an se spécialiser ou se surspécialiser. Et ça, c'est essentiel, puisque le niveau médical, et il faut le dire, le niveau médical et le niveau de la formation médicale à Dakar est bon. C'est un centre de référence en Afrique de l'Ouest, donc en général, les médecins qui viennent chez nous viennent pour se surspécialiser. C'est par exemple un chirurgien cardiaque qui va venir apprendre la chirurgie cardiaque infantile, qui est encore quelque chose de très, très particulier. Donc ça, c'est sur la formation des médecins spécialistes. Il y a peu de postes, mais on fait beaucoup d'efforts à la faculté, et nos hôpitaux en font pour continuer ces accueils. Le deuxième aspect, c'est l'accueil d'étudiants dans les parcours master ou thèse d'université, les fameux PhD en anglais. Et donc là, c'est un peu plus simple. On a un peu plus d'étudiants. Dans mon équipe et dans l'équipe du professeur Didier Raoult, on a, je pense, 3 ou 4 étudiants originaires du Sénégal. J'en ai moi-même un directement sous ma direction. Donc là, le problème pour ces étudiants, c'est d'obtenir des bourses d'études. Alors il y a plusieurs sources de bourses pour les étudiants qui veulent venir en France et à Marseille en particulier. Dans notre discipline, les maladies infectieuses et tropicales, nous avons une fondation qui est la fondation de l'Institut hospitalo-universitaire qui, pour résumer, le centre d'excellence a été choisi comme un centre d'excellence en France sur les maladies infectieuses. Donc nous avons de nombreuses bourses pour les étudiants d'Afrique subsaharienne pour venir faire de la recherche chez nous. Et donc là, actuellement, on a, je pense, 3 ou 4 étudiants sénégalais, soit en master, soit en thèse d'université. Et ça marche bien, donc après, ils sont dans le grand rythme de nos équipes de recherche, et ils pourront en parler. Et enfin, le dernier volet, c'est la recherche au Sénégal. Nous avons, à l'université d'Aix-Marseille, notre unité de recherche, c'est l'unité de recherche en maladies infectieuses et tropicales, a une antenne à Dakar, qui est une antenne de l'Institut de recherche pour les développements, qui est dirigée par Cher Sorna, qui est le directeur scientifique de cette unité de recherche, avec qui nous avons un partenariat, des thèmes de recherche qui sont très larges. Ça va du paludisme, de la surveillance du paludisme et la lutte contre le paludisme au Sénégal, à la découverte de nouvelles maladies infectieuses
et notamment ces maladies infectieuses qui sont à l'origine des fièvres inconnues en Afrique, mais au Sénégal en particulier, avec des villages sentinelles où il y a une surveillance particulière des patients, notamment des jeunes enfants qui ont des fièvres, et donc tous nos étudiants sénégalais, ça représente une quarantaine de médecins, enseignants et étudiants sénégalais qui sont basés au centre IRD à Dakar, travaillent là-dessus avec de nombreuses publications, des valorisations, ce qui leur permet ensuite de postuler à des postes d'enseignants-chercheurs. Donc ça c'est essentiel. Voilà les trois volets, formation médicale à Marseille, la recherche à Marseille pour les étudiants sénégalais, avec bien entendu le but ensuite d'aller renforcer les équipes de recherche au Sénégal, et enfin la recherche qu'on fait au Sénégal. Voilà un peu les différents axes. Bien sûr, en dehors de la volonté historique et de la dynamique qui peut se créer à travers les relations humaines, parce que les relations internationales, il faut être clair, ça ne marche que quand il y a des relations humaines qui fonctionnent entre les différentes villes. Et donc pour l'instant, c'est bien parti. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée avec Dakar. On espère qu'elle va continuer. Voilà. Merci. On voit que c'est sûrement des choses plus structurées, plus développées. C'est intéressant de ce premier panel, ces premiers échanges, parce que plus c'est scientifique, mieux on voit des choses. Le paradoxe, c'est qu'on avait des tableaux, il n'y a rien dans le domaine de la culture ou de la musique, alors que dès qu'on parle du Sénégal, on a eu beaucoup d'artistes. Dans les échanges, on dirait qu'il y a une coupure, mais en fait, ça viendra peut-être. Sur les filières, peut-être qu'il faudrait s'interroger sur comment on peut trouver des choses. Effectivement, en droit, par exemple, déjà, le droit, c'est pas très artistique, mais un peu quand même. Je sais que les barreaux, par exemple, le barreau de Marseille et le barreau de Dakar sont jumelés. Donc, effectivement, il y a eu des accords, mais ça tient, comme disait le professeur Parola, beaucoup aux personnes, et sûrement des cycles de vie, des cycles de disponibilité de certains universitaires, puis après, les choses se tournent. Et effectivement, on dirait bien qu'il y a, il y a des creux, il y a des choses peut-être sur lesquelles il faut réfléchir. Je voudrais d'abord passer la parole à nos représentants du monde d'étudier. Merci. Bon, avant tout d'abord, permettez-moi de saluer cette initiative de la ville de Marseille d'organiser cette table ronde autour des échanges interuniversitaires entre Marseille et Dakar. Bon, moi je m'appelle Mignan Biramka, je suis étudiant en deuxième année de thèse. Je suis dans la même équipe que M. Philippe Pavola. Donc moi, aujourd'hui, je veux dire que je suis très fier de représenter l'ensemble des étudiants sénégalais de Marseille, ici avec mes deux collègues. On aurait voulu être plus nombreux, mais comme vous le savez, à cette période, tous les étudiants ils travaillent pour gagner un peu de sous pour pouvoir, pendant l'année scolaire, faire normalement leurs études. Donc l'association des étudiants sénégalais de Marseille a été créée en décembre dernier, en décembre 2011, dans le but principal de l'association des étudiants sénégalais de Marseille, c'est d'aider surtout les nouveaux arrivants à s'intégrer et à pouvoir facilement faire leurs études. Aider les nouveaux arrivants à s'intégrer, ça passe par d'abord l'échange que vous venez d'évoquer. L'échange, quand on dit échange, il faut qu'il y ait un flux de personnes. Et cet échange, on a l'impression qu'aujourd'hui, de plus en plus, il nous est plus difficile d'avoir cet échange. Parce que moi, je suis là depuis 7 ans, et depuis 7 ans, je vois que les conditions d'échange se durcissent de plus en plus. Parce que moi, à mon époque, les conditions qu'on nous demandait pour venir de Dakar à Marseille sont multipliées par 10 aujourd'hui. Parce qu'avant, on ne nous demandait pas certains papiers, mais aujourd'hui, c'est devenu plus dur. Donc, du moment où on dit échange, on doit faciliter, pour moi, selon moi, on doit faciliter les conditions d'accès. Les conditions d'accès, d'abord, ça passe par l'hébergement, par le logement. Je pense qu'elle a dû le souligner tout à l'heure. Bon, nous, en ce moment, c'est notre problème majeur. Parce que les étudiants qui sont au Sénégal, qui veulent venir à Marseille, le problème principal, c'est l'hébergement. Parce qu'à l'ambassade, pour leur octroyer le visa, on leur demande un hébergement.
Et qui peut leur faire un hébergement? C'est pas nous, parce que depuis une semaine, j'ai reçu 4 demandes d'hébergement. Je leur ai dit, nous, personnellement, on peut rien faire. On est des étudiants, on n'a rien. On a des chambres universitaires, on peut héberger personne. Et qui pouvait faire quelque chose pour eux? C'est le CROUS. Et le CROUS d'Aix-Marseille, j'étais un peu étonné que les étudiants sénégalais qui sont prioritaires pour avoir une chambre étaient en Master 2. Il faut minimum être en Master 2 pour pouvoir prétendre à une chambre. Et ça, moi, je trouve ça contradictoire. Parce que si on doit aider un étudiant, on doit aider dès le bas échelle. C'est-à-dire le jeune homme qui vient d'obtenir son bac, qui doit venir. Un étudiant qui est en master, il n'a plus besoin d'être à la cité, il peut se trouver facilement un logement. Mais un jeune homme qui doit quitter le Sénégal et qui doit venir, qui n'a pas d'hébergement, et que le CROUS lui dit que voilà, vous n'avez pas le droit au logement, comment il va faire? Donc tous ces temps-ci, on est en train de se battre pour ça, on est en train de se battre pour obtenir à ces étudiants des demandes d'hébergement, mais on n'a pas trop les moyens, on peut pas lutter comme ça. Et le deuxième volet de l'association, c'est aussi aider ces étudiants, une fois à Marseille, de s'intégrer. L'intégration passe par quoi? Dès qu'ils arrivent, s'ils n'ont pas de logement, on essaie de les héberger, le temps qu'ils trouvent un logement. Mais aussi de les accompagner dans leur démarche administrative, notamment la recherche de logement, mais aussi les inscriptions, la recherche pour obtenir aussi la carte de séjour. Toutes ces démarches-là, on essaie. Mais aussi, on a un volet plus social où on organise souvent des journées d'intégration, ou comme la semaine Dakar-Marseille, où on essaye de mettre en valeur la culture sénégalaise, mais aussi de se retrouver entre Sénégalais pour pouvoir discuter de nos problèmes, aussi chercher des solutions. Je vais rebondir un peu sur ce que le professeur Parvola disait. Ben, au niveau de son unité, j'aimerais bien saluer cette initiative qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train de développer la recherche au Sénégal. Moi, depuis que je suis dans le labo, j'ai vu plusieurs Sénégalais qui venaient, qui faisaient des flux, en fait, soit ils venaient faire ici 6 mois et retourner. Donc, si on pouvait obtenir d'autres filières, comme dans la science, comme en droit, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est économie, Badou pourra vous dire un peu plus en économie, mais aussi sur d'autres filières. Donc, voilà. Nous, notre problème majeur, c'est le logement. Donc, je pense que Madame pourra nous éclaircir un peu sur les conditions d'accès. Parce que moi, franchement, je trouve ça anormal qu'un étudiant de Master 2 soit prioritaire sur un étudiant qui doit venir. Ça, c'est la politique du CROUS pour tous les étudiants étrangers, s'ils ne sont pas en programme d'échange, c'est-à-dire clairement identifiés en début d'année ou de semestre, pour venir dans le cadre d'un programme d'échange à l'université, on ne les accueille en CTU qu'à partir du master. Voilà. Donc, soit vous faites partie, enfin, un étudiant étranger fait partie d'un programme, donc il est clairement identifié, fait partie d'un programme d'échange. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'inclure en programme d'échange des étudiants qu'on accueillait, des étudiants congolais qu'on a accueillis, qui ont bénéficié d'une chambre, mais c'est très limité. C'est très très limité. Ce que j'ai un peu trouvé aussi, je sais pas, je dirais pas anormal c'est un terme déplacé, c'est que moi par exemple à la cité universitaire, il y a une année où j'habitais dans un couloir qui est vide, alors que j'avais des compatriotes qui demandaient des chambres tout le temps. Et je suis parti voir les personnes qui s'en chargeaient, je leur ai dit, mais je trouve ça anormal, il y a un couloir, mon couloir, il n'y a personne qui habite là-bas. Et j'ai tout le temps des étudiants qui viennent me solliciter pour des chambres. Pourquoi vous ne le donnez pas? Ils m'ont répondu qu'il y avait un quota qui était attribué. Donc je sais pas, mais la ville de Marseille par exemple pourrait faire des démarches pour améliorer ces conditions-là. Merci. Moi j'ai envie de
problème du logement étudiant, en tout cas pour les étudiants étrangers, est un problème majeur. Au sein du Conseil international de la ville de Marseille, qui est une instance qui se réunit de temps en temps avec l'ensemble des acteurs du territoire national et international, la Chambre de commerce, le Conseil général de la région, la ville, le Conseil de la ville, les universités. Ce problème a été posé, les consuls ils ont posé le problème. Et effectivement, alors là c'est un combat, c'est souvent qu'on bute sur les problèmes budgétaires. L'idée, c'est effectivement, on le dit, tout le monde est d'accord, c'est accueillir des étudiants étrangers dans une ville, c'est investir sur l'avenir de cette ville. Parce que c'est les étudiants qui ont fait leurs études dans des conditions correctes, sur le plan du fond, mais qu'ils apprennent aussi de l'accueil qu'ils ont reçu, etc., sont ensuite les meilleurs ambassadeurs de cette ville dans le futur, dans les pays où ils viennent. Ça, c'est bien reçu. La difficulté, c'est effectivement comment le faire. Donc le CROUS est un établissement, c'est l'État, donc je dis c'est l'État. Il y a sûrement des règles de gestion qui font partie de cette complexité administrative et financière qu'on connaît bien, sur lesquelles il y a des dysfonctionnements. On peut essayer, c'est quelque chose qui veut porter, mais tout le monde, il faudrait qu'on trouve des solutions. Il peut y avoir des travails de gros, c'est sûr. Mais je ne vois pas, peut-être pourquoi on pourrait imaginer effectivement des résidences. On le fait pour des artistes, mais à des petites échelles. À des échelles qui ne répondent sûrement pas aux besoins, donc il faut le discriminer. Mais c'est quelque chose en tout cas dans lequel les collectivités pourraient prêter une oreille attentive, mais ils ne sont pas maîtres d'ouvrage. Donc il faut que ce soit l'État. Dans des conseils d'administration, du conseil d'administration, la région notamment est présente, que ça remonte très fortement. Juste une toute petite insiste là-dessus. De toute façon, je pense, je ne sais pas ce qu'en pensent tous les collègues, mais je pense que c'est quasi impossible pour les premiers cycles de pouvoir véritablement accueillir les étudiants étrangers de licence. Je pense que même c'est sans doute pas une bonne chose pour les universités de Dakar. Pour ce qui me concerne, c'est sans doute pas une bonne chose parce que à Dakar, il y a tout à fait les possibilités de scolariser le niveau licence dans de très bonnes conditions. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit ça qu'il faille faire. En revanche, c'est sûr que pour les niveaux ultérieurs, bon, le doctorat c'est une évidence, mais même master, là oui, effectivement, la question est vraiment posée. Mais pour ce que vous disiez sur les je suis plus réservé. Je crois qu'il faut tout faire pour que les étudiants puissent avoir une scolarité tout à fait correcte, et c'est ce qui se passe en tout cas pour Dakar, à Cheikh Anta Diop ou à Saint-Louis, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais sur les masters, je vous rejoins, c'est sûr, il y a un effort à faire. Mais peut-être pas pour tous les étudiants, parce que là, ça mériterait des constructions gigantesques. Bonjour. Donc moi je me présente, je suis Malik Ndiaye, je suis fonctionnaire à la ville de Marseille et en même temps président des ressortissants sénégalais de Marseille. Pour revenir donc sur la question qui a été soulevée tout à l'heure, à savoir le problème de l'hébergement, c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent, mais moi en tant que président, je suis sollicité par des gens qui voient mon nom sur internet et qui m'appellent pour demander un certificat d'hébergement, soit pour leur sœur, pour leur fils ou pour leur fille. Mais je crois que c'est un problème qui a toujours existé à Marseille. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, ça remonte très longtemps, on avait des problèmes pour loger en CTU, mais on a eu la chance d'être hébergés par des Sénégalais, des gens qu'on a connus ici, qui nous ont hébergés pendant 2 ou 3 ans, le temps qu'on s'installe, qu'on trouve un petit boulot, et qu'on parte après pour voler de nos propres ailes. Moi, je crois que ce problème est récurrent. Et il faut que nous, Sénégalais de Marseille aussi, qui avons vécu ici très longtemps, qu'on essaie aussi de trouver une solution par rapport à ça, en discutant avec vous. Moi, récemment, il y a une étudiante qui est venue de Paris, qui voulait s'installer, qui m'a sollicité, et elle a trouvé un appartement par le biais d'une femme qui vivait seule, qui était dans un F4, et qui avait 3 chambres libres. Donc,
Elle a été là-bas pour une sous-location, voilà, le temps de s'installer et de pouvoir venir. Je crois que ça, c'est des solutions plus ou moins alternatives sur lesquelles on pourra en discuter. D'ailleurs, au consulat, moi, je vais soulever la question, à savoir qu'aussi nous, en tant qu'anciens de Marseille, il va falloir aussi qu'on essaie de trouver des solutions et ne pas reporter à chaque fois notre problème sur les autorités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'adresse au professeur sur le plan médical. Je crois que l'échange interuniversitaire, c'est bien, mais il y a un problème aussi, bon là je sors complètement du sujet, hein, complètement, et c'est fait exprès, que l'hôpital sénégalais rencontre des problèmes sérieux au niveau technique. Là récemment, donc avant-hier, j'ai vu sur le net que l'hôpital Abass Ndao comptait, je crois, une couveuse ou deux couveuses. Je crois que c'est extrêmement grave. Il y a aussi 2 ou 3 mois, je lisais un professeur, je crois, qui est spécialisé dans la dialyse, qui disait que la dialyse, en fait, n'est que, je parle sur le contrôle, hein, la dialyse n'est qu'en fait une étape, et que le but, normalement, c'est de passer à l'opération. Et que lui, il était bien formé pour opérer, mais sur le plan technique, il n'avait pas les moyens sur le pour le faire. Et je crois que là aussi, les universités, aussi bien dakaroises, marseillaises, et aussi les collectivités locales, ou l'État sont sollicités pour voir aussi comment essayer de pallier ce problème, parce qu'en fait, il y a des matériels ici qui sont parfois soi-disant obsolètes et qui peuvent bien servir le pays. Merci beaucoup. Ouais. Bon, le problème du sous-équipement technique des structures hospitalières, c'est pas un problème spécifique au Sénégal. C'est un problème spécifique en Afrique de l'Ouest que je connais bien et en Afrique en général. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Le problème, il est effectif, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez dans les hôpitaux sénégalais de bons médecins, bien formés, et qui se heurtent dans certaines disciplines, pas dans toutes, enfin vous évoquez la néonatologie ou la dialyse, à un manque d'équipement technique. Et ça, pour le coup, ça ne va pas relever, ou très peu, de la coopération interuniversitaire, voire d'un jumelage de ville à ville. Très bien, on peut, comme on le faisait il y a 15 ans ou 20 ans, faire le don d'un appareil. Il faut, je connais bien ce problème pour d'autres pays, il faut en général éviter de donner du matériel, même s'il n'est pas obsolète. Derrière, vous n'avez pas de maintenance technique, et en pratique, ça revient à faire un cadeau empoisonné. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a des millions d'euros qui rentrent au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, sur le secteur santé pour des équipements structurels. Alors ce sont les hôpitaux, mais après c'est la prérogative des autorités locales, des politiques locales, d'équiper correctement leurs hôpitaux. Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses, parce que le problème est réel, mais la solution du sous-équipement technique des structures hospitalières, alors bien sûr il y a l'aide de l'AFD, bien entendu, qui gère énormément d'argent et qui participe à cet équipement hospitalier, mais je crois qu'il ne faut pas trop attendre des coopérations décentralisées ou des jumelages en dehors de quelques marques de sympathie. On a tous vu parfois des ambulances arriver, mais ça c'est plus une marque de sympathie que quelque chose qui pourra changer les choses. Enfin c'est vrai, le problème est essentiel, le sous-équipement technique, parce que parfois ce qui arrive, c'est que des médecins ou chirurgiens de très bon niveau sont découragés face justement au manque d'équipements techniques de niveau correct dans leur hôpital, et ça peut entraîner un départ vers des structures privées, parce qu'après tout on peut investir, au Sénégal on peut investir dans des cliniques privées, donc c'est bien sûr ce qu'il faut éviter, mais ce problème-là, à mon avis, il est plus à résoudre par les autorités politiques du pays que par la coopération décentralisée. Je voudrais revenir sur 2 choses qui ont été dites tout à l'heure. Effectivement, moi je suis pour encourager la formation et l'accueil en France d'étudiants sénégalais, africains de façon générale, mais pas en premier cycle. C'est-à-dire que l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston Berger et les autres universités qui sont en devenir au Sénégal peuvent former dans les premiers cycles des étudiants de très bon niveau, les enseignants sont de bon niveau, et donc c'est après, effectivement, au niveau des masters ou des programmes de doctorat,
qu'on peut envisager des accueils ou ce que nous encourageons dans le secteur santé, des co-tutelles, c'est-à-dire avec un bi-encadrement, non seulement à Marseille, mais aussi au Sénégal. La plupart, enfin en tout cas c'est le cas de mon étudiant qui travaille sur les fièvres et les maladies infectieuses transmises par les moustiques au Sénégal. Il va passer une partie de son temps à Marseille, encadré par moi, puis ensuite une partie de ses 3 ans au Sénégal pour faire des travaux complémentaires encadrés par un enseignant-chercheur sénégalais. Donc le Sénégal, c'est quand même, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on peut le dire, une élite universitaire, que ce soit dans le domaine de la santé ou que ce soit dans d'autres domaines. Donc actuellement dans la collaboration, nous on n'en est plus à accueillir des étudiants parce qu'ils n'ont pas le choix, mais plutôt à accueillir de façon réfléchie avec nos collègues et homologues sénégalais sur des programmes communs. Donc c'est pour ça que l'accueil en premier cycle, après il faut aider les étudiants une fois qu'ils sont là, on sait bien que c'est le parcours du combattant pour obtenir les visas, mais moi à titre personnel, je ne serais pas pour encourager des accueils en premier cycle d'études universitaires. Pour être très clair, en médecine c'est mission impossible. Le système de numerus clausus qui a été organisé il y a 30 ans par quelqu'un qui a dû partir en courant depuis et qui est devenu une catastrophe pour nous, perdure, c'est-à-dire qu'il y a un numerus clausus, un accès très limité aux études médicales pour les Français, pour les étrangers, c'est quasi mission impossible. Donc il faut envisager ces accueils en 2e cycle, voire en 3e cycle, pour que les étudiants s'épanouissent, et puis qu'à la fin, le but, après il y a les destins individuels, puisqu'après il y a des post-docs, on peut partir à l'étranger, mais le but c'est après de maintenir ce lien entre Marseille et le Sénégal, entre la France et le Sénégal, de façon générale. L'accueil des étudiants c'est très important, le tout c'est de les accueillir au bon moment d'études, pour après pouvoir les aider sur tous les aspects logistiques. Je voudrais juste rebondir ce qu'il vient de dire sur l'accueil des étudiants en première cycle. Je suis bien d'accord qu'il y a de bonnes formations au Sénégal, notamment à Cheikh Anta ou à Gaston Berger. Mais en ce moment, qu'on dise aux jeunes qui viennent d'obtenir par exemple son bac ou licence 1 ou licence 2, que l'accès est restreint pour lui, au lieu qu'il soit là à dépenser ses sous pour obtenir son visa, être dans un stress permanent, mettre des restrictions, parce que quoi qu'on puisse dire aussi, l'étudiant qui prépare sa venue ici en France, il dépasse énormément de sous. Et souvent, c'est des étudiants qui n'ont rien, donc leurs parents sont obligés de vendre leur bétail ou leur récolte pour leur donner les sous pour avoir le visa. Donc je suis bien d'accord pour favoriser la formation en premier cycle au Sénégal, mais qu'on mette des règles, quoi, qu'on ne laisse pas les jeunes dans un espoir pour obtenir. Je vais aussi rebondir sur le problème que M. Ndiaye a souligné. Nous, ce que nous faisons ici à notre base aussi, c'est ça, c'est d'essayer d'héberger les étudiants une fois ici, jusqu'à ce qu'ils trouvent un logement ou un petit boulot qui va leur permettre d'avancer. Merci. Donc en ce qui concerne l'accueil des étudiants étrangers, il semble qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il faut se focaliser plutôt sur master, enfin après le premier, je ne sais plus le cycle, maintenant c'est peut-être le 2e cycle. J'espère que le discours de ces Campus France qui s'occupe de ça est clair, parce que actuellement à Dakar, là, il y a eu une explosion des demandes de visa, liée, semble-t-il, à peut-être effectivement une absence de position claire, une volonté de libéraliser les choses comme le président Hollande y est allé. Et effectivement, il y a énormément de jeunes, d'étudiants qui se sont lancés dans la demande de visa. Je crains qu'effectivement ce soit mal ciblé. Je veux dire, c'est pas anecdotique parce que le problème des visas est réel. C'est d'ailleurs peut-être ça qui a retardé par exemple les venues d'artistes. Mais on a eu des difficultés parce qu'il y avait une explosion. Ils sont saturés de demandes de visa d'étudiants, de jeunes. Donc effectivement, peut-être, je sais pas, l'université devrait faire attention. Moi, j'ai une question en vous entendant. J'ai l'impression, par contre, pour qu'il reste, est-ce qu'il n'y a pas, c'est un peu comme le problème matériel qui est évoqué pour les hôpitaux, dans les disciplines scientifiques, dans les premiers cycles, l'école des ingénieurs, des choses techniques, quand même des problématiques de matériel, non pas de qualité des enseignants, mais des besoins d'équipement d'enseignement dans certaines filières,
pour lesquels l'université sénégalaise a moins de ressources, c'est sûr, que les universités françaises. Est-ce que c'est une question qui se pose? Pour médecine, ça a été dit, mais il y a aussi d'autres disciplines qui ont, je crois, à peu près les mêmes problématiques que ce qui a été dit. Nous, les projets qui ont marché, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est des projets scientifiques et technologiques. Et sur la technologie, pour les enseignants de technologie, pour les formateurs d'enseignement technologique, il y a du gros matériel aussi qu'on a ici à Aix-Marseille, mais ça serait de la même façon hors de question que ce matériel puisse être véritablement à disposition dans les pays du Sud tels quels, parce que ensuite, pour ce qui nous concerne, hein, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ensuite vont former dans les lycées. Et dans les lycées, ils n'auront pas. Donc ça ne servirait pas à grand-chose, et on l'a fait par exemple pour Oran, et pas seulement Oran, à Libreville aussi, où il y a eu des machines qui ont été données à l'école normale supérieure et qui dorment dans des salles, parce qu'ensuite il n'y a pas la possibilité dans les lycées de pouvoir s'en servir, et ensuite dans le monde du travail, parce que c'est une cascade évidemment. Les matériaux de formation universitaire doivent être liés bien sûr au monde du travail et ce qui va se développer dans la société. Donc c'est un peu compliqué cette histoire-là. Il faut voir au coup par coup ce qui est véritablement le plus probant et le plus pertinent. C'est pas toujours les machines numériques, que j'ai vues. Alors c'est pas mon domaine. Moi je suis sociologue, mais comme je m'occupe des relations internationales, je suis amené à aller voir des choses que je comprends pas beaucoup, mais je vois bien que ça ne sert pas quand c'est de la haute technologie, quand la société pour l'instant n'en a pas le plus fort besoin. Il y a beaucoup d'autres éléments techniques à mettre en place, et là ils en manquent. Ils en manquent, c'est sûr, c'est souvent en gros problème, mais pas forcément les équipements qu'on connaît ici. C'est toujours la même chose. Juste un commentaire sur les équipements hospitaliers, on va dire, hein, parce que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais actuellement à l'hôpital principal de Dakar, dans le cadre de la collaboration avec l'université d'Aix-Marseille et avec l'Institut hospitalo-universitaire en maladies infectieuses et tropicales, un appareil a été mis en place au laboratoire de microbiologie, et ça n'est pas un appareil recyclé, c'est un appareil ultra moderne, et c'est le deuxième en Afrique. En gros, c'est un appareil qui permet d'identifier des bactéries en quelques minutes sans les problèmes techniques ou les problèmes de réactifs que l'on a avec les laboratoires de microbiologie actuellement. Donc c'est un exemple de matériel, au contraire, ultra moderne, ultra sophistiqué, qui à travers des montages de projets, parce qu'après il ne faut pas oublier que les projets, ça se travaille. Avoir des équipements, ça se travaille, ça s'écrit à deux, ça s'écrit entre partenaires. Et là, c'est un exemple où cet appareil-là, il est utilisé. Il est utilisé à l'hôpital principal de Dakar, il est utilisé par les étudiants en master et en thèse à l'IRD avec qui nous collaborons. Donc typiquement, c'est pas un appareil très cher. Ça vaut 300 000 €. Mais très cher. 300 000 €, ça dépend. Voilà, ça dépend où on met le curseur. Ça fait cher quand même. Oui, Issa Sanro, donc du CIREJ. Je voulais juste rebondir par rapport à la remarque du monsieur. Enfin, je ne suis pas sûr que Cheikh Anta Diop, les universités du Sénégal, puissent accueillir justement le premier cycle. C'est principalement le premier cycle, la licence, qui est le principal problème des universités au Sénégal. Parce d'une année à l'autre, ils ont au moins 60 000 ou 70 000 étudiants qui ne sont pas orientés, par exemple. Et cette année, l'État a été obligé de les mettre sur des structures privées et d'assurer leur formation. Voilà. Effectivement, c'est pas une bonne idée, par exemple, que tous les étudiants en première année, licence première année, viennent en France. Effectivement, je pense que la solution serait qu'il y ait d'autres universités. Voilà. Développer d'autres universités au Sénégal, permettre la formation effectivement jusqu'en licence 3, et après pouvoir faire des coopérations et venir ici en master 2, ou bien se spécialiser. Voilà. Effectivement, c'est la solution. Mais pour l'instant,
les universités, cher Anta Diop, voilà, des fois les gens se posent la question, est-ce que réellement c'est une université quoi? Voilà. Moi j'étais à Gaston Berger. À l'époque, en 2002, lorsqu'on venait d'arriver, on était deux uniquement dans une chambre, donc un étudiant par chambre. Mais aujourd'hui, c'est 3 à 4 étudiants. Voilà. Donc, en première année, deuxième et troisième année, c'est vraiment le cycle infernal au Sénégal. Voilà. Mais c'est vrai que Marseille aussi ne peut pas accueillir tout, ne peut pas accueillir tous les étudiants. Et je pense qu'au niveau de votre association, vous devrez clairement dire aux gens qui demandent de venir à Marseille qu'en première année, jusqu'en licence, vous n'avez pas droit au logement du CROUS. Voilà. Comme ça c'est clair, quoi. Voilà. Quelqu'un qui fait une demande pour venir à Marseille, il sait que si j'arrive, je me démerderai à trouver mon logement. Voilà. C'est ça. Enfin, effectivement, dans les autres universités, ça ne se passe pas comme ça, mais si ça se passe comme ça à Marseille, il faut que ce soit clair. Et puis, bon, pour la coopération, effectivement, avec les doctorants, moi, j'ai bénéficié de ça. Enfin, j'ai fait mes études ici, mais après, j'ai monté un projet avec le Sénégal pour faire ma thèse. J'ai fait une thèse en co-tutelle. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des allers-retours et faire ma thèse. Et puis, il y a d'autres étudiants aussi qui ont fait pareil, qui ont monté leur projet et actuellement qui sont accueillis dans mon ancien laboratoire de recherche et qui vont retourner aussi pour servir au Sénégal. Je pense que c'est la meilleure option. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Steve Mwanza, je suis chercheur au CNRS au Centre de physique des particules de Marseille. Je voulais juste faire un commentaire par rapport au transfert de matériel qui a été évoqué avant. Je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit, peut-être à l'exception d'un domaine qui me paraît vraiment singulier et qui a son intérêt à la fois pour l'enseignement et la recherche, et c'est le domaine de l'informatique. Ça demande, par rapport à d'autres appareils un petit peu sophistiqués, moins de maintenance, et ça donne des ouvertures qui sont très importantes au niveau de la diffusion de la connaissance scientifique et technologique. Voilà, si vous me permettez de garder le micro une minute, je ne suis pas sénégalais, je ne connais pas le Sénégal. Je suis ici parce que je suis cofondateur et co-organisateur d'une école panafricaine sur la physique subatomique. Et on a organisé cette école en 2010 en Afrique du Sud, en 2012 au Ghana, et la prochaine édition est prévue justement à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar au mois d'août 2014. Alors, ces écoles sur la physique subatomique, c'est quelque chose de très classique dans ma formation et dans mon domaine professionnel. Ça se passe au niveau international à peu près sur tous les continents. La spécificité de l'école qu'on a, c'est que du point de vue géographique, elle est centrée sur l'Afrique subsaharienne et que, en raison des conditions économiques qu'on connaît sur ces zones, nous prenons en charge l'intégralité des frais pour tous les étudiants. Donc, typiquement, dans une de nos écoles, il y a à peu près des étudiants, à peu près une soixantaine d'étudiants qui viennent d'une petite vingtaine de pays africains pour lesquels on paye tout, c'est-à-dire le billet d'avion, le séjour, pour qu'il n'ait absolument rien à débourser. Et du coup, ça nous demande à nous, disons, de monter des budgets. Et je suis un peu là pour faire la promotion de ce projet, pour avoir toutes les possibilités ou toutes les ficelles en matière de sources de financement possibles, et puis pour essayer de développer des contacts avec des collègues universitaires d'ici ou peut-être des étudiants ou des chercheurs du Sénégal. Merci. Si. En tout cas, cette idée des écoles d'été, c'est une bonne chose. En fait, si vous organisez quelque chose à Marseille, vous allez monter une demande de financement, j'imagine, je suppose. Là, c'est sur la physique, c'est toujours en Afrique. Oui, non, mais si vous organisez, si j'ai bien compris, hein, c'est une école d'été qui aura lieu à Dakar. Il y a une structure qui est à Marseille. Le siège est à Marseille. Le siège est un petit peu délocalisé. On est plus ou moins basé au CERN à Genève et c'est complètement notre financement est très international. Le CNRS y contribue, le CERN, l'ICTP à Trieste et puis les laboratoires américains. C'est essentiellement ça. Et la France aussi. Mais toutes les aides
D'accord. Oui, puisqu'on parle d'université, par contre, je retiens de votre intervention dans les écoles d'été. Donc la filière informatique nécessiterait un matériel spécifique, c'est ça? Dès le premier cycle, c'était ça? C'est un peu le sens de ma question. Oui, absolument. Dès le premier cycle, et d'une certaine manière, quand on transfère ce type de matériel, localement, il y a besoin de compétences et de maintenance qui sont à un niveau bien moindre. Donc l'efficacité de ce type de transfert et ce type d'effort est beaucoup plus grande. Et pour les étudiants et les chercheurs là-bas, ça leur donne des possibilités qui sont très importantes, à condition qu'ils aient fait des efforts locaux d'investissement dans le réseau, notamment le rapport par rapport à la fibre. Et ça leur donne des accès à des publications, à des livres qui sont maintenant intégralement sur Internet. C'est quelque chose de très important. Je ne sais pas quel est l'état, donc c'est comme ça l'état de la situation là, au Sénégal, où chacun est-ce que tous les étudiants sont dotés d'ordinateurs, est-ce qu'il y a des ordinateurs à disposition pour tout le monde, retenus par Internet, mon expérience personnelle voilà, non mais donc c'est effectivement c'est des méthodes, effectivement, par exemple si on parle de ça, en matière de coopération, alors, dans le secteur, parce que les collectivités sont souvent spécialisées parmi nous, en France on est par morceaux, donc nous intervenons sur les écoles primaires, traditionnellement, les conseils généraux sur les collèges, et les régions sur les lycées, et parfois les universités. On travaille effectivement avec la mairie de Dakar, par exemple, on a fait un don, on voudrait les aider à équiper des classes informatiques, avec des ordinateurs, et c'est les mêmes problèmes. Quand on est sur des écoles primaires, c'est difficile, où il y a encore des sols en terre battue, on a vu, c'est-à-dire du sable, ce qui est un des problèmes de Dakar. Le sable, il y a encore énormément de sable, et en général, les matériels informatiques, ils n'aiment pas trop le sable. Mais c'est des choses qui peuvent être à la portée sur des actions, mais avec des projets. Je rejoindrai effectivement ce qui a été dit. Je pense que ça ne peut pas être introduit de façon massive. Mais par contre, c'est à la portée de projets qui peuvent être portés localement avec une équipe, sur quelque chose. Si on est sur du matériel informatique, j'allais dire de base, si ça a vraiment une utilité, si c'est une offre conjointe, un travail conjoint. Oui, enfin, moi je ne connais pas votre domaine, mais ce que nous on essaye de faire, parce que bon, quand on avait la discussion tout à l'heure sur le premier cycle, quand même, comme universitaire, nous notre problème c'est quand même d'aider les universités partenaires à se structurer, quoi, à être beaucoup plus à même au niveau de leur infrastructure et de leurs ressources de pouvoir faire les formations. C'est certainement pas de leur dire bon ben vos étudiants ils ont qu'à venir chez nous, voilà. Donc il faut pas l'oublier, quoi. La finalité des projets qu'on met en place, c'est quand même pour que ces universités, et à Dakar je pense que c'est quand même largement possible, puissent avoir le même niveau, et pas simplement au niveau du premier cycle, le même niveau de capacité. Donc voilà, c'est tout ça pour non pas clore, mais dire un petit peu le fond de ma pensée tout à l'heure sur le premier cycle. Bien sûr que tous ceux qui ont envie individuellement de venir, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même pas ça la finalité des échanges entre institutions universitaires. Bon. Et sinon, sur les équipements, c'est sûr, sur l'informatique, ça c'est une évidence que là, je crois que ça se discute pas. Il faut, mais pas seulement pour les élèves. Il faut pour les profs. Hein. Pour les profs, il faut les réseaux, les fibres, qui leur permettent d'avoir le haut débit, la possibilité justement à distance de pouvoir travailler avec nous sans les déplacements. Donc ça, c'est une évidence. Alors là, je pense que s'il y a bien un domaine où ça se discute pas sur la mise en place de structure, c'est bien ça. Enfin, nous, on essaye à notre niveau de faire, mais bon, évidemment, là, c'est là aussi des financements à chaque fois qu'il faut trouver. Mais il y en a besoin, là, il n'y a pas à discuter. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de transformer la formation, l'enseignement et l'accès à la connaissance en Afrique et au Sénégal en particulier, c'est Internet. Donc, d'avoir du
du haut débit dans les universités, d'avoir des salles internet pour les étudiants et des salles de travail pour les enseignants, c'est majeur et ça a tout changé. C'est-à-dire que il y a 15 ans, on parlait de dons de livres, de dons de bibliothèques. Ça n'existe plus, c'est fini. Maintenant, la connaissance, elle est sur le web. Il faut simplement savoir où aller. Et les partenariats, c'est exactement ce qui vient d'être dit, peuvent utiliser ces outils, c'est-à-dire toutes ces technologies innovantes de l'enseignement. On le fait dans mon domaine avec des vidéoconférences mensuelles. Nos étudiants à Dakar nous présentent l'état d'avancement de leurs travaux sous forme de vidéoconférences. On est dans le bureau, on les voit, ils présentent leurs travaux. Voilà. Il y a également un projet qui se fait, et Dakar devrait y participer, c'est dans les différentes commissions de l'université, ce sont les masters à distance. Donc on a un master international qui est en train de se mettre en place, qui existe déjà entre la faculté de médecine, celle de Casablanca et celle d'Oran. Dakar va y participer, et là, les universités, donc pour le coup, Cheikh Anta Diop organisera un module de parasitologie, c'est-à-dire que ce sont les enseignants de Dakar qui feront cours pour les enseignants pour les étudiants de Marseille, d'Oran et de Casablanca. C'est-à-dire que on va plus que dans un sens. Bien sûr, il faut aider à la formation, mais le but, c'est ça, c'est d'aller sur du développement et du développement de co-enseignement. Alors le problème, qui est là technologique, c'est que pour l'instant, la vidéoconférence à large échelle pour les étudiants à Cheikh Anta Diop, c'est pas encore au point, c'est pas partout. Parfois, il y a des pôles technologiques à l'AUF, l'IRD a une salle de conférence. Bon, pour l'instant, on en est un peu à des phases de projet de développement, mais avoir de la technologie pour la vidéoconférence à Dakar, ça sera essentiel pour les partenariats, dans toutes les disciplines. Oui, tout à fait. En tout cas, pour Dakar, ça sera pour l'année prochaine. Ce qui se passe pour les autres facultés partenaires, c'est que les étudiants à l'étranger vont dans la salle dédiée de vidéoconférence pour assister à l'enseignement. Les enseignants à Marseille font leur enseignement dans une salle dédiée et tout est retransmis et enregistré. Donc en plus, ensuite, ça peut se faire en décalage et les étudiants peuvent consulter le cours en différé. Donc tout ça, c'est des choses très modernes qui font que la coopération interuniversitaire a complètement changé par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à du don de matériel, on en est à construire des projets ensemble pour que les universités partenaires se développent sur le plan technologique, parce qu'en général, leurs enseignants, en tout cas pour le Sénégal et pour Dakar en particulier, ont atteint un niveau de compétence qui permet d'avoir des interlocuteurs directs, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est l'équipement pédagogique sur des outils modernes. Là, il faut construire des projets en commun et ensuite partager le savoir, partager la connaissance, sans forcément se déplacer. C'est-à-dire que les missions d'enseignement, comme elles se faisaient il y a 15 ans, il faut continuer à les faire parce que ça maintient le lien et le lien affectif, et ça, c'est essentiel dans la coopération. Enfin, on n'est plus là, c'est plus la peine d'y aller 4 fois par an. On y va une fois, le reste, ça se fait en vidéoconférence et ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Alioune Badardien. Je suis étudiant en Master 2, économétrie à Colbert, et membre de l'association des étudiants de Marseille et d'Aix et Marseille. Et je suis le chargé de la relation sociale. Et quand je parle de la relation sociale, vous savez bien que je vais un peu rebondir sur, en ce qui concerne les hébergements, parce que bon, c'est notre problème majeur et qu'on est en train de faire tout pour les améliorer. Et le but de notre association, c'est carrément concentré sur ça. Parce que bon, j'ai été à Marseille, j'ai été nouveau et il y en a beaucoup comme moi qui étaient là et comme nouveau, et on avait rencontré des problèmes liés à notre hébergement, au fait à l'intégration et tout. Et on s'est dit que pourquoi pas créer une association, comme ça les nouveaux qui vont arriver pourront bénéficier d'un accueil et en fait un guide pour bien intégrer et tout et régler leurs problèmes en ce qui concerne
bon, les hébergements, les papiers administratifs et les études en particulier. Et quand on avait formé l'association, on avait réfléchi sur nos points d'accès, quoi, que les autorités à qui parlaient. En premier lieu, on avait ciblé notre consulat, parce que bon, c'est le représentant de tout Sénégalais ici à Marseille. Et bon, on avait aussi ciblé la municipalité qu'on a eu à rencontrer et à parler éventuellement de nos problèmes d'hébergement et tout. Et notre consul nous avait bien accueillis et nous avait bien donné des cibles concernant l'hébergement et tout. Et bon, il nous avait donné un numéro de téléphone pour la municipalité, et on est allé là-bas, et bon, les démarches pouvaient aboutir à un immeuble que la municipalité, en collaboration avec le consulat de Sénégal à Marseille, pouvait nous octroyer. Mais malheureusement, avec les élections au Sénégal qui étaient passées en 2012 et tout, on a dû changer le consul et c'est terminé là. On n'a pas eu de suite concernant ça. Et après, on était allé voir le CROUS pour qu'il nous octroie des chambres, et on était bien disposés à prendre en charge tous les chambres qu'ils mettront à notre disposition, les payer et éventuellement constituer de garant s'il y a un non-paiement. Et ils nous avaient promis, parce que c'était depuis 2011 qu'on avait commencé les démarches, et ils nous avaient carrément promis qu'en 2012 ou 2013, ils nous auront donné des chambres, voire 10 et même 15, ils avaient dit, et qu'on va mettre en disposition de l'association, et qu'on sera chargé de le payer si par exemple il y a un non-paiement, ou bien éventuellement des dysfonctionnements concernant ça. Mais après, cette année-ci, ils nous avaient donné un rendez-vous. Moi-même, j'avais pris le rendez-vous avec le directeur. Mais malheureusement, quand on était sur place et tout, qu'on avait discuté, ils nous avaient dit tout simplement que il n'y a pas de chambre qu'on peut octroyer aux étudiants sénégalais, tout simplement parce que ils nous avaient dit que il n'y a pas une suite à notre requête, et que nous déplorons vraiment, parce que on avait mis dans notre site et tout qu'il y a des chambres qui sont là à disposition des étudiants qui viendront étudier à Marseille, et après c'est tombé à l'eau, et on est obligé de faire face à tout le monde et de leur dire encore que tout ça, ce qui concerne l'hébergement qu'on vous avait promis, c'est carrément mal barré, quoi. On ne peut plus faire face à tout ça. Et après, c'est à eux de se démerder pour trouver un autre hébergement, et ça devient carrément difficile, voire impossible pour eux. Et je voudrais carrément souligner ça, parce que tout à l'heure, monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, disait que pour les étudiants de premier cycle, c'est difficile pour eux qu'on leur donne des hébergements, des chambres universitaires. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, mais nous, ce que nous battons aujourd'hui, c'est d'avoir un quota, même si c'est 10 ou 15 ou 20 chambres pour eux. C'est quand même déjà un début, et nous essayons par rapport à ça de loger au moins 10, 15 des étudiants de premier cycle, et éventuellement si l'avenir on pourra avoir on pourra bénéficier par le biais de nos échanges, de nos coopérations, d'autres chambres ou bien d'autres hébergements pour eux.
Mais bon, ce que nous battons aujourd'hui, c'est au moins d'avoir un quota, même si c'est 1% ou bien 2% des étudiants qui sont en premier cycle. Bon, c'est déjà un début et c'est déjà bon. Et c'est ça qu'on vraiment on voudrait que vous nous apportez une aide par rapport à tout ça. Et concernant le festival, parce qu'il y avait un festival Marseille-Dakar qui s'était tenu ici, et bon, on était allé, bon, on avait carrément fait notre participation massivement. Et ce que, par exemple, moi, en tant que chargé social, déplore un peu, c'est que bon, l'absence de l'implication des étudiants dans le festival et le jumelage qui est là. C'est bien beau de faire venir depuis Dakar des artistes, des percussionnistes, excusez-moi du mot, de Dakar. Mais bon, il faut que les étudiants qui sont là et qui sont des Sénégalais et se sentent vraiment imprégnés de tout ça. Parce que nous, on a des ateliers, on a des ateliers qu'on fait, par exemple des théâtres et beaucoup de choses qu'on essaie de développer entre nous et de mettre à disposition concernant nos journées culturelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est des occasions pour nous de les mettre en valeur, de les mettre au devant du public pour que vraiment qu'ils savent aussi que les étudiants sénégalais qui sont là ont un point à jouer, ont un rôle à jouer dans tout ça. Et on n'a pas l'occasion de le faire parce que là, depuis 3 jours, c'est les artistes qui sont là en provenance du Sénégal. Mais bon, il n'y a pas un atelier ou bien un truc pour les étudiants au moins pour qu'on puisse faire quelque chose pour tout le monde, pour montrer carrément que nous aussi on a notre part à jouer par rapport à l'intégration, par rapport à tout. Et ça aussi ça manque un peu parce qu'on est un peu, on se sent un peu laissé en rade par rapport à tout ce qui se passe. Et je voudrais vraiment qu'on mette l'accent sur ça. Et bon, c'est la première fois que je parle devant un public et j'ai la traque et tout. Mais bon, excusez-moi si, par exemple, vous n'avez pas bien compris et tout. C'est difficile de parler devant un assistance et tout. Et bon, je m'en excuse vraiment. Merci, je crois qu'on a bien compris le message. De ce qui concerne les hébergements, ça a été dit, je vais réinterroger quand même l'État, de l'université. En ce qui concerne la participation des étudiants sénégalais à la vie de la cité dans laquelle ils sont, c'est exactement ça qui est recherché. Je pense qu'aujourd'hui c'est ouvert. C'est à vous comme les autres associations. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Je veux dire, les étudiants, je ne sais pas quelles sont les activités qui peuvent être montrées. Une partie des activités qui ont été faites, par exemple, par la lutte sénégalaise, c'est des gens d'ici qui l'ont fait. C'est une association de Sénégalais de Marseille, ce n'est pas une association d'étudiants. Non mais voilà, donc je pense que c'est ouvert, là c'est des offres, c'est la vie ordinaire, et effectivement j'entends bien le besoin que vous en tant qu'étudiants, vous avez d'autres activités que de faire vos études. Vous avez une vie sociale, une vie intellectuelle, et il y a besoin d'espace, d'échange, de montrer la richesse que vous apportez. Et je pense que ça rentre un peu dans les problématiques. Demain, il y a une table ronde, par exemple, sur l'apport de la diaspora. Alors, est-ce que les étudiants font partie de la diaspora? C'est une autre question. Mais de l'apport de la diaspora, son implication dans la coopération, demain après-midi, il y a des échanges autour de ça. Les positions sont très variables. Mais pour revenir à la problématique des étudiants, je pense que, puisque c'est l'objet aujourd'hui, ce problème du logement, apparemment il revient. Vous avez une position qui est différente de celle du panel, puisque vous reparlez du premier cycle, tous d'accord, alors que
on va dire, les enseignants, les universitaires sont plutôt, comme un certain nombre d'entre vous, préfèrent, disent, on va plutôt accueillir des étudiants de second cycle, de master, des thésards. C'est beaucoup plus pertinent en termes de coopération interuniversitaire, en renforçant, par contre, en veillant effectivement à trouver des voies et des moyens pour aider à ce que les premiers cycles, les premiers niveaux au sein des universités sénégalaises, les étudiants soient accueillis avec un bon niveau de formation, un bon niveau de confort de travail qui aujourd'hui est peut-être pas atteint, mais je crois que c'est ce qui ressortait un peu de nos échanges. Vous voulez compléter peut-être, Madame Chaulier? Non mais là vous parlez de quelqu'un qui n'est pas là. Le CROUS n'étant pas là, on a bien entendu ce que vous nous avez dit, mais ils ne peuvent pas vous répondre à ça, puisqu'ils ne sont pas là. Donc je pense qu'on a bien compris que vous aviez demandé des chambres, quelqu'un s'était engagé à vous les donner, il ne l'a pas fait. J'ai soulevé ça pour savoir si c'est possible à travers la municipalité. C'est pour ça qu'on va essayer de répondre. La municipalité n'est pas le CROUS, je crois que je l'ai dit, qui est un établissement de l'État. Donc nous ne pouvons pas répondre à la place du CROUS. Je vais demander à Mme Chaulier de répondre, qui représente plus l'université. Oui, je ne peux pas non plus répondre à la place du CROUS, mais il faut savoir qu'au niveau de l'université, effectivement, il y a un contingent de chambres attribuées aux étudiants étrangers, que nous gérons en centrale, à la direction des relations internationales, et pour les étudiants qui font partie de programmes d'échange, qui font vraiment partie de la coopération universitaire. Après, les étudiants de licence en général sont comme tout étudiant français qui vient s'inscrire à l'université, qui choisit une université, il vient chez nous. Alors, c'est sûr que parce que pour les étudiants, il y a déjà un gros problème de logement pour les étudiants en général. Et pour les étudiants étrangers, c'est vrai qu'il y a cette restriction du CROUS de ne pas donner de logement avant le master. Ça, nous, on ne peut pas interférer sur ces logements, ou alors ponctuellement, si notre connaissance, ça peut m'arriver, notamment avec les étudiants sénégalais, ponctuellement de pouvoir aider un étudiant, mais n'entrant pas dans le programme d'échange, il n'est pas prévu puisqu'il s'inscrit de son propre chef, il vient passer un diplôme. Et le but d'un programme d'échange, c'est pas qu'il y a un programme d'échange, c'est un étudiant qui est inscrit dans son université, qui vient pour 6 mois ou 1 an, qui repart chez lui, qui ne valide pas de diplôme chez nous, à MU. C'est un programme d'échange, c'est ça en fait. On l'aide dans ses études, etc. Et donc il est sur un contingent. S'il vient pour une licence, master, doctorat, s'il vient faire tout son cursus en France, hors programme d'échange, il ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est déplorable, mais malheureusement, je ne peux pas répondre à la place du CROUS. Si je pouvais, bien sûr, j'attribuerais des chambres à tous les étudiants sénégalais, africains, bien sûr. Mais malheureusement, on n'a aucun poids là-dessus, avec le contingent de chambres qui nous est attribué en Il faut remarquer d'ailleurs que même au niveau infra-européen, les grands programmes d'échange, ils commencent plutôt au niveau de après la licence. Le grand programme Erasmus, les oreilles, dans lequel ces problèmes de logement se posent de la même façon. C'est des étudiants qui vont vivre de nombreux mois dans un pays étranger. Ça commence à un niveau au-delà du premier cycle. Il n'y a rien de prévu. Si un étudiant italien vient à Marseille, il n'a rien. Il va se trouver sur la même problématique qu'un étudiant sénégalais. Il n'y a pas de droit à avoir un logement au premier cycle. Je voudrais juste rebondir sur le jumelage et vous poser une question par exemple. Ma question est la suivante. Quel serait le rôle des étudiants sénégalais sur le jumelage Marseille? Parce que le jumelage ne s'arrête pas qu'à la semaine de Dakar-Marseille. Donc ça continue. Donc quel serait un rôle éventuel, nous en tant qu'étudiants, à jouer dans ce jumelage? Nous, on a des initiatives, mais bon, moi,
Voilà, par exemple, je vais vous expliquer. Moi, ça fait 7 ans que je suis là. J'ai jamais entendu parler de ce jumelage. Nous, on a des projets pour notre pays. Mais si par exemple, moi, je suis pas au courant du jumelage, je peux pas dire mes projets que j'ai, par exemple, pour mon pays. Bon, le jumelage, par exemple, on peut aller là-bas faire des échanges. Ici, par exemple, moi, je suis dans des laboratoires, je peux récupérer des ordis. Des fois, il y a des ordis qui sont recyclés et qui sont encore en état. On peut les récupérer pour aller déposer tout ça dans un village, initier les jeunes en l'informatique et tout. Donc, on a plein d'idées comme ça. Mais bon, moi, du moment où je ne savais pas qu'il y avait le jumelage, je ne pouvais pas... Je crois que c'est vrai parce que j'ai fait suivre la plaquette d'information que vous m'aviez envoyée à tous mes interlocuteurs sénégalais qui pourtant sont des collaborateurs, parfois proches, des universitaires, des hospitaliers, où certains sont des étudiants. Mais le jumelage Marseille-Dakar, beaucoup ne le connaissaient pas. Alors c'est parce que le monde peut-être de l'organisation de la municipalité de Dakar se mixe pas forcément. J'avoue que moi je l'ai redécouvert il y a 2 ans. Mais voilà, donc il y a effectivement, c'est ce que dit notre jeune ami, c'est que avant de proposer des initiatives, il faut que peut-être que les uns et les autres soient au courant en pratique. Bien sûr. Mais je crois que cette semaine-là, bien sûr. Voilà, sert à ça. C'est effectivement le jumelage d'un jumelage ancien, 45 ans, comme dans toutes les vies, il y a des cycles. Il a redémarré il y a 3 ans à peu près. Mais ces cycles n'empêchent pas, ce que dit Nathalie, c'est que les initiatives de la société civile, notamment les initiatives de coopération, ne sont pas liées au jumelage. Heureusement. Il y a beaucoup d'associations à Marseille qui interviennent au Sénégal. Vous pouvez faire des choses indépendamment des institutions. Nous sommes, sollicités régulièrement par des associations qui veulent travailler en matière de coopération, d'aide au développement, dans tel village, dans tel pays, etc. Ils n'attendent pas de savoir s'il y a un jumelage. Je pense que, par contre, le fait de le savoir maintenant, ça vous permet d'avoir un cadre, éventuellement, voilà, donc c'est bien. Mais c'est pas anormal que vous ne l'ayez pas su. Alors, quand même, il y a le consulat, qui est le représentant, est au courant, mais c'est un peu institutionnel, peut-être, par rapport... Et d'autre part, il y a des cadres de coopération universitaire que nous, on connaissait mal, même. C'est pour ça qu'on a fait cette table ronde. Je suis désolé, je vais devoir vous abandonner parce que j'avais un impératif. Je pense qu'on a déjà à 5 heures à l'hôpital Nord. Donc, un grand tour de la question. Ça me permet de vous remercier en tout cas de votre apport. On va laisser Mme Chaulier, il faut que vous répondiez, puisqu'il y a une question sur le pouce. Vous voulez redire quelque chose sur le... Oui. Bon, donc il faut que les associations fassent la pression. Faites votre plaidoyer. Il faut faire du plaidoyer. Il faut faire du plaidoyer. Depuis l'année dernière, on arrive. Les autres universités en France, ça se passe en première année, oui, il n'y a qu'à Marseille que ça existe. Moi, par exemple, j'étais à Montpellier, l'association des étudiants de Montpellier, ils ont un quota de chambres qu'on leur attribue chaque année pour accueillir les nouveaux arrivants. Ça, on l'a essayé avec le cours de Marseille, mais ça ne marche pas. Ouais, donc il faut faire du plaidoyer, parler à votre consul, parler à nous. Vous l'avez fait aujourd'hui, il faut faire du plaidoyer. Non, on ne lâche pas le morceau, par contre. On va continuer. Mais oui, c'est ça, c'est du plaidoyer. L'action de plaidoyer pour faire avancer cette idée. Juste, par exemple, parce que ce que disait le professeur Parola, c'est qu'il y a des projets qui sont plus restreints. C'est quand on est dans des démarches de projet avec un petit groupe, un ensemble, une filière, etc. Nous avons, dans le cadre de la coopération, par exemple, si on revient au logement, on a notre plus ancien jumelage avec Abidjan. Avec Abidjan, il y a un accord entre les 2 écoles d'art et on finance chaque année l'accueil de 2 étudiants. On les loge, on nourrit un accord avec le CROUS, ils en logent. Parce que c'est quelque chose de précis.
dans le cadre d'un projet de cet accord de chemin. Évidemment, ça ne peut pas concerner l'ensemble des demandes, etc. Donc, il y a tout un dispositif là-bas pour sélectionner les étudiants qui pourront rentrer dans ce cursus qui facilite leur vie. Donc, je crois qu'il faut effectivement qu'on cherche des projets, la démarche est bonne. Et quand il y en aura eu quelques-uns qui vont réussir, en tout cas, on est prêt à écouter tout ce que vous avez à dire. Hein. J'ai pas de... À AMU, entre Aix et Marseille, il y a 10 000 étudiants étrangers. C'est difficile de pouvoir trouver un logement pour tout le monde. Enfin, déjà, les Français, les étudiants de tout le monde, pas tous. Et c'est vrai que c'est sur des projets, quand il y a un projet avec un financement, on a pu en avoir sur des... Quand il y a un projet avec un financement à la clé, là c'est beaucoup plus facile parce que on peut trouver un logement chez un particulier. Enfin, on a pour des séjours de courte durée, des séjours bien encadrés avec des financements, on peut trouver un logement dans une famille, en ville. Ça c'est aussi notre travail. On a une liste de personnes qui proposent des logements. Et c'est pour une période donnée, c'est dans un programme bien encadré, il y a des financements à la clé, donc c'est beaucoup plus facile. Merci. On va prendre encore deux questions. Je pense que la sonnerie, c'était pour nous rappeler que c'est la sonnerie de la fin de là. Ça va être sonnerie. Et après, madame. Bonjour, moi c'est John Leroy, je suis de l'association des étudiants sénégalais et je suis en master de pathologie humaine. Donc par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à l'esprit de la table ronde, moi tout ce que j'ai retenu, c'est vrai qu'on a des soucis, on a des problèmes, mais si j'ai bien compris, voilà, c'est l'université d'Aix-Marseille a une part, peut-être à un niveau d'investissement et d'implication avec l'université de Dakar. Donc nous, moi je parle plus des aspects pédagogiques parce que je me dis que c'est une occasion et une chance de rencontrer des gens de l'université, des pédagogues. Et ça nous permet aussi de voir l'aspect investissement pédagogique par rapport à l'université de Dakar. Moi, je veux dire, je suis aussi pour le système qui est... Je ne dis pas que le système... je ne suis pas peut-être contre le fait que les étudiants de première année viennent, mais si je prends mon cas, moi j'ai fait mes études au Sénégal, je les ai finis, j'ai eu mon diplôme de vétérinaire, et là je suis en master pour en fait ensuite poursuivre en thèse. Et peut-être ça, comme ils l'ont aussi bien dit, ça a été conçu dans un projet. Donc voilà, c'est pas que j'ai une thèse à clé, mais voilà, c'est un projet qui a été déjà réfléchi avant même que je quitte au Sénégal. Bon, c'est ce qui a fait peut-être que j'ai pas eu de soucis. Quand je suis arrivé, le professeur Parola, comme il l'a dit, je suis dans leur unité. Voilà, l'organisation a fait que j'ai pas eu de problème par rapport à m'installer, par rapport à faire mes études. Donc ça, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ce que peut-être mes amis voulaient dire, c'est que à l'université de Dakar actuellement, on a un problème, vous l'avez dit, c'est les autorités locales qui doivent s'en charger, je suis d'accord, parce qu'actuellement à l'université de Dakar, vous voyez des amphithéâtres qui sont remplis, donc l'élève qui a le bac, voilà, c'est des envies personnelles, l'homme est naturellement comme ça, ils ont envie peut-être d'aller en Europe faire les études, on ne peut pas interdire aux jeunes qui viennent d'avoir le bac de prétendre aller en Europe, aux États-Unis, n'importe où, ça c'est personnel. Donc face à cette situation, si quelqu'un fait une demande, voilà, même si peut-être c'est pas pris en compte par l'université où nous sommes, on est obligé de le prendre en compte. Mais je suis tout à fait d'accord, comme quoi qu'on doit aujourd'hui actuellement. Moi, je pense que ce que nous pouvons faire, nous, c'est d'essayer peut-être d'aider nos camarades à travers les projets que monsieur le pédagogue de l'UFM a souligné. Voilà, essayer de trouver des voies et moyens, des projets qui sont en cours et essayer de prendre le maximum de renseignements possible. Et voilà, essayer peut-être d'aider nos compatriotes, nos camarades qui ont des projets d'avenir, comme il l'a si bien dit, voilà, parce que tout un chacun a un projet pour son pays et peut-être pour autre chose. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen pour nous de les aider. À travers peut-être cette table, nous, on aura peut-être des contacts, on connaît les uns et les autres. Voilà, ce qu'on peut faire. Le logement, si j'ai bien compris, c'est difficile pour le plus. Ok, donc on va aussi faire notre part de la chose. Mais moi, je pense que la meilleure manière de nous aider et peut-être d'aider l'université de Dakar à peut-être poursuivre, c'est qu'il y a des étudiants qui finissent en master, qui ont besoin de faire des thèses, qui ont ou bien des projets de master 2. Mais nous, on est prêt à voir un peu ce qui se passe, à voir les structures et essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Et le côté médical, voilà, moi je suis de la médecine, donc sur ce côté ça va parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font l'échange.
mais aussi que ça soit pérenne dans les autres matières. Et ça, nous, on n'a pas connaissance forcément de toutes les structures qui accueillent. J'ai compris tout à l'heure qu'il y a plein de projets qui sont là. Donc nous, vraiment, on aimerait voir les autres à l'issue de cette table ronde et pour avoir des informations nécessaires pour nos compatriotes et nos jeunes camarades qui veulent venir. Voilà. Merci. Je crois que l'association sera bien reçue. Maintenant, vous avez les contacts, vous les connaissez, il faut les revoir. Une dernière intervention. Moi, je m'appelle Marie Lépine, je suis médecin et j'interviens en Mauritanie. Donc, on a des contacts avec notre ONG, avec l'hôpital de Fan, qui est près de l'université. Et je voulais dire que j'étais partagée, parce que vous avez dit à ce jeune homme, allez-y, en lui montrant que ça doit venir de soi. C'est vrai. Et je me disais aussi quelle gymnastique mentale de devoir changer de pays, de devoir faire des études, de devoir trouver un logement, et pour voir dans mon cadre professionnel d'autres étrangers que des Africains, je sais à quel point ça peut faire induire des troubles de l'attention, de la concentration, pas avoir de logement, de nourriture. Et aussi, au vu de ce qu'on peut savoir de ce que c'est que l'hospitalité en Afrique de l'Ouest, ou si on veut loger quelque part, il est quand même encore assez traditionnel d'être reçu. Je me disais, quelle gymnastique mentale. Alors, à la fois, je suis partagée parce que votre propos est juste, mais à la fois, je me dis que si vous faites du théâtre, peut-être vous n'avez pas que ça à penser non plus. Et qu'il y a besoin aussi d'être soutenu par des gens installés. Voilà. C'est une petite remarque. Elle est très humaine, en tout cas. Est-ce que sur nos invités, oui, une dernière intervention Non, juste pour redire, ce que j'ai pas arrêté de dire, c'est que évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour que tout le monde puisse venir, c'est une évidence, mais nous, notre rôle, c'est de tout faire pour que l'université de Cheikh Anta Diop et Gaston Berger soient au même niveau, au niveau des échanges, des ressources, du travail intellectuel, des productions, de la recherche. Et donc notre travail, effectivement, c'est sur du partenariat pour renforcer les capacités là-bas et pas prendre les étudiants d'Afrique pour qu'ils ne servent pas à grand-chose à l'université ensuite. S'ils viennent faire licence, master, doctorat ici, quel est le retour sur investissement auprès de Cheikh Anta Diop? C'était juste ça que je voulais dire, s'il y a quelque chose à rajouter. Mais... Pour terminer, je voulais encore saluer l'initiative d'avoir invité les étudiants sénégalais à cette table ronde et aussi pour la semaine qu'on a vécue, parce que moi, pendant toute cette semaine, je me suis senti au Sénégal et puis ça fait du bien. Merci. Merci à tous. Je pense qu'il y en aura d'autres, puisque cette table ronde a montré sa nécessité d'être.